Est-on ou pas en train de vivre la fin des bulles financières? On en parle avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. C'est vrai qu'en 10 ans, le contexte a beaucoup changé. On est passé du risque de déflation, c'était les années 2010. Aujourd'hui, effectivement, au risque principal qui est celui de l'inflation. Et tout ça n'est pas sans conséquence sur l'évolution des classes d'actifs. C'est ça en toile de fond le sujet. Absolument, vous avez raison, hein. Dans les années 2010, la discussion c'était comment on évite la déflation, c'est-à-dire une inflation qui resterait durablement très faible. Et de là est né le QE. Et de là est né le quantitative easing. Exactement. Alors pour nos auditeurs pas familiers avec la politique monétaire, c'est une situation où la Banque centrale d'abord essaie de ramener l'inflation vers 2%, dans une situation extrêmement bizarre où l'inflation est trop basse, hein, donc on a un risque de déflation. D'abord, elle baisse les taux d'intérêt, mais à un certain moment, les taux d'intérêt arrivent à zéro. Sur la contrainte de alors dans la théorie économique, on dit en général que la contrainte, c'est zéro. Dans la vraie vie, c'est des taux d'intérêt un tout petit peu négatifs, hein, mais la BCE est allée à moins 0,50. Mais une fois arrivé là, on ne peut plus baisser les taux. On ne peut plus baisser les taux parce que la monnaie, les dépôts, par exemple, sont rémunérés à zéro. Ouais. Donc si vous mettez des taux d'intérêt négatifs, tout le monde va se ruer sur les dépôts bancaires, quoi, ou sur les billets. Et donc, quand on arrive à ce niveau le plus bas possible pour les taux d'intérêt et que l'inflation est toujours très faible, la solution, c'est le passage au quantitative easing, c'est-à-dire de la création monétaire par la Banque centrale en contrepartie d'achats, en général, d'obligations. La planche à billets, c'est la fameuse planche à billets. C'est la planche à billets, mais en fait, c'est techniquement, c'est pas vraiment la planche à billets, parce que la BCE achète des actifs, elle achète des obligations. Ouais. Surtout elle crée de la monnaie pour acheter. Elle crée de la monnaie, mais elle ne crée pas de la monnaie complètement ex nihilo, quoi. Ça, c'est l'hélicoptère monnaie, c'est différent. Là, elle crée de la monnaie pour acheter des obligations. Donc, un assureur vie a des obligations, il les vend à la Banque centrale, il est payé en monnaie. Et on pense qu'injecter cette monnaie dans l'économie va faire repartir la demande et va faire repartir les prix. Hein. Et baisser les taux d'intérêt. Et alors, bien sûr, comme on achète des obligations, ça fait baisser aussi les taux d'intérêt à long terme. Hein. C'est ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est, dans la théorie initiale du quantitative easing, l'objectif, c'est d'injecter de la liquidité dans l'économie pour faire monter les prix, hein, au moment où la baisse des taux d'intérêt. Mais dans la réalité, au moment où les taux d'intérêt à court terme sont à zéro, on peut continuer à faire baisser les taux d'intérêt à long terme en achetant des obligations. Donc, à court terme, ce que ça fait monter, surtout ça, le QE, c'est que ça fait monter les actifs financiers plus que l'inflation. Oui, alors ce qu'on a observé, c'est d'abord c'était assez inefficace, hein, parce que quand vous achetez des obligations à un assureur, l'assureur reçoit de la monnaie, il ne va pas acheter à manger. L'assureur, il va acheter de l'immobilier, des actions, du pratique equity. Donc ça fait monter, ça ne retourne pas sur les biens, ça ne retourne pas dans le circuit des biens, ça retourne dans le circuit des autres actifs. Donc ce que ça fait monter, alors baisser les taux d'intérêt à long terme, mais monter corrélativement les prix de toutes les autres classes d'actifs. Donc ça n'a pas été très efficace. De plus, dans le futur, dans un monde où le problème ne sera plus de faire monter l'inflation, mais sera de faire baisser l'inflation, on ne sera plus jamais dans la situation où... Le QE, c'est fini, c'est terminé pour un bon moment. On ne sera plus jamais dans la situation où les taux d'intérêt sont à zéro, mais l'inflation est toujours en dessous de 2. Donc si cette situation ne se produit plus, on n'utilisera plus jamais le quantitative easing, et même on va faire ce qu'on appelle du quantitative tightening, c'est-à-dire qu'on va réduire la taille des bilans des banques centrales. Les banques centrales, ça a commencé aux États-Unis, les banques centrales vont vendre des obligations. Alors, ce qui est très intéressant à regarder, c'est que les bulles sur les prix des actifs sont une conséquence directe du quantitative easing. Ce qui fait les bulles, alors c'est vrai en théorie et c'est vrai en pratique, hein, c'est l'utilisation de l'excès de liquidité qui ne peut pas être utilisé pour consommer ou investir normalement, hein, pour acheter des actifs. Et donc, ça fait monter les prix des actifs au-dessus de leur valeur fondamentale. L'immobilier, les actions... Et alors, on a eu des bulles. Alors, on a eu des bulles sans doute partout. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, toutes ces bulles vont disparaître. Quand ce n'est pas déjà fait, on va éliminer les bulles. Qu'est-ce qu'on voit déjà aujourd'hui? Alors, ce qu'on voit déjà aujourd'hui, le plus spectaculaire, c'est les cryptos. Et ce qui est lié à la contraction de la liquidité dollar, hein, puisque la Réserve fédérale fait baisser la taille de son bilan. Si un jour la BCE se met à réduire aussi la taille de son bilan, on verra le fameux théorème se réaliser qui est Bitcoin égale 0 $, hein, parce que ce n'est qu'une bulle. Hein. Aujourd'hui, il reste encore de l'excès de liquidité, hein, puisqu'on n'a pas tout enlevé. Quand on aura enlevé tout l'excès de liquidité, on peut se dire que les cryptos vaudront à peu près 0. Hein. On a vu la tech US, le Nasdaq, hein, je veux dire, toutes les valeurs de la tech US, où il y avait une grosse composante de bulles, visiblement, hein, qui s'enlève quand vous enlevez l'excès de liquidité, un peu moins les autres actions, hein, que les actions de la tech.
Et puis, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose sur l'immobilier, mais je pense que ça va venir, hein, que c'est quelque chose qui est en train de se développer et d'être la future évolution remarquable. Et puis voilà, quoi, je veux dire, mais en fait, on voit ce nettoyage des bulles quoi, par le nettoyage de l'excès de liquidité banque centrale. Donc on est entré dans un monde sans bulles. On est entré dans un monde où... Il n'y a pas des bulles qui vont résister quand même? Alors, il y a une autre bulle dont on n'a pas parlé, bien sûr, c'est la valeur des entreprises dans toutes les opérations sur les entreprises. Dans toutes les opérations de LBO, de M&A, etc. On avait une hausse de la valorisation des entreprises qui était une bulle, hein, qui était liée aussi à l'excès de liquidité et qui est en train, en ce moment, de se corriger. Hein. C'est quelque chose qui est en train de... Alors, conséquences et réflexions là-dessus. Un, c'est une évolution qui est extrêmement positive, fondamentalement. Le prix d'un actif aujourd'hui, ça sera son vrai prix. C'est-à-dire, ça sera la valeur actualisée des revenus qu'il procure. Hein, donc, ça aurait toujours dû être. Ben, on n'aurait jamais dû sortir de ça. Mais quand il y a trop de liquidité, forcément, elle est quelque part. Quoi. Donc forcément, on sort de ça. On va revenir à un monde où les prix d'actifs, ça sera... Donc, on va pouvoir refaire ce qu'on appelle du DCF, hein, du Discounted Cash Flow. Je veux acheter cette entreprise-là, je regarde ses profits futurs, je prends la somme actualisée et c'est à peu près ce qu'elle vaut. Un truc qui avait complètement disparu dans le monde de bulles. Si on fait ça, pardon, sur le CAC 40, ça donne quoi avec un CAC à 6000? Ah ben ça, c'est très compliqué à dire. Parce qu'on ne sait pas quelle est la partie de la liquidité qui est allée dans les actions cotées en France. Quoi. Très, très compliqué, votre question. À la louche, 10-15%, quoi, mais beaucoup plus sur les actions à nouveau de la tech aux États-Unis. Quoi. Mais voilà. Donc ça, c'est très bien. Tous les prix vont devenir les vrais prix. Quoi. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que toute la dette qui a été prise pour acheter des actifs survalorisés hein, à cause de la bulle, eh ben, cette dette ne sera jamais remboursée. Si je me suis endetté pour faire un LBO sur une entreprise à 20 fois les résultats et qu'en réalité, on s'aperçoit qu'elle vaut 12 fois les résultats, la dette LBO, elle ne sera jamais payée. Quoi. Donc on va avoir une catastrophe industrielle sur le levier, sur toutes les dettes qui sont contreparties d'acquisition à des valeurs totalement inflatées par les bulles, quoi, avec cette destruction des bulles. Après, il n'y a pas de bulles partout. Après, on voit les morts déjà. Hein, les SPAC sont en train de mourir. Tout l'écosystème des crypto-monnaies qui est en train de mourir, etc. Donc, et puis, à nouveau, la capacité à placer de la dette LBO, par exemple, qui est devenue complètement nulle. Donc, en fait, l'économie de l'effet de levier et la finance de l'effet de levier sont en train de souffrir énormément, ce qui est parfaitement normal. Après, il n'y a pas des bulles, Patrick, il n'y a pas des bulles partout non plus. Hein. Ah non, il n'y a pas des bulles partout. Enfin, je veux dire, alors, on voit d'ailleurs aujourd'hui que... il y a certains prix qui résistent parfaitement bien. Quoi. Je veux dire, les infrastructures sérieuses, les entreprises sérieuses, il y a des prix qui ne bougent pas, quoi, je veux dire. Hein. Donc, hors action, il y a l'or, il n'y a pas de bulle sur l'or. Alors, il n'y avait pas de bulle sur l'or. L'or bouge jamais, d'ailleurs. Vous savez que l'or ne protège absolument contre rien, quoi, je veux dire. Donc, ça ne sert absolument rien d'avoir de l'or, mais ce n'est pas dangereux non plus, parce qu'il n'y avait pas de bulle. Mais enfin, ça n'a aucune vertu d'aucune sorte. Sur les actions, là où il y a des marchés, on peut dire qu'il n'y a pas de bulle sur les actions. Bah, peut-être qu'on voit aussi... oui, enfin, c'est compliqué à nouveau parce qu'il se passe en même temps que l'éradication des bulles, il y a la remontée des taux d'intérêt réels. Ouais. Hein. Si vous regardez sur le CAC, on peut expliquer la quasi-totalité de la baisse par la hausse des taux réels. Hein, historiquement, la corrélation entre l'indice et les taux d'intérêt réels est à peu près la même que dans le passé, quoi. Donc on n'a pas l'impression que sur les actions européennes, il y avait une bulle. Ce qu'on voit sur les actions, c'est plutôt le reflet de la baisse des PER qui vient de la hausse des taux d'intérêt réels et pas de la destruction d'une composante de bulle. Alors que sur le Nasdaq, par exemple, on voit clairement la destruction d'une composante de bulle. Voilà, donc vers la fin des bulles financières, on y est. La fin définitive des bulles, peut-être. Jusqu'au jour où, après l'inflation, on reviendra. Jusqu'au jour où le risque de déflation... Oui, mais David, juste si vous donnez encore 10 secondes, le monde du futur, il est normalement inflationniste. On va relocaliser, il y a le vieillissement démographique, il y a les tensions géopolitiques, il y a la rareté des matières premières et la transition. Si on rentre dans un monde qui est structurellement inflationniste, il y a un monde où structurellement il n'y a plus de bulles. On ne reverra pas le QE de sitôt. Non. Bon, mais entre-temps, ce sera revu. Merci beaucoup, Patrick. Merci, David.